peut-être des certificats d'accouchement ou bien des carnets de santé des mamans. Il y en a qui sont issus des zones d'inondation. Si vous parlez de Djahaï, il y en a qui viennent de la banlieue, Guédiawaye, Pikine, et qui ont perdu beaucoup de leurs papiers à travers les inondations. Et si on demande à une personne son certificat d'accouchement, ça constitue un blocage au niveau de la maternité. Donc moi, j'aimerais qu'on puisse faire un plaidoyer à l'endroit des autorités étatiques pour permettre à ces enfants-là de continuer leur cursus scolaire. Par exemple, si on accepte aux enfants de faire l'examen sans pièces, après l'entrée en 6e, au niveau du collège, au niveau du lycée, si leurs parents ne parviennent pas à avoir ces certificats d'accouchement-là, donc arrivé à un certain moment, il y aura toujours ce blocage. Moi, je milite pour qu'on puisse ensemble faire un plaidoyer au niveau des autorités étatiques, donc pour voir comment alléger cela, mais aussi en mettant des garde-fous pour éviter aussi des fraudes, en mettant des garde-fous et pour faire des enquêtes vraiment pointues pour situer ces réalités afin de permettre à ces enfants d'être inscrits à l'état civil, qui est un droit fondamental, en même temps que l'éducation aussi, qui est un droit fondamental, et que l'état civil, si on manque une pièce d'état civil, donc le cursus scolaire pourrait être quelque part atténué ou bien même pourrait s'arrêter. Voilà, c'était mon interrogation. Merci, monsieur le préfet, et merci, l'inspecteur. Laïka Salatoudou, du délégué de quartier de la commune de Yeumbeul Sud, en même temps acteur communautaire sur la protection des enfants. Donc, am na fu mu wax du ma ci jël soit muy problème accouchement yi mais léeg-léeg da ngay judd sax hors commune surtout commune yi nga xam ni seen maternité yi ñu am mu nekkoon ci ndox toujours loolu day nekk problème moom wax na ko léegi. benn bi topp mooy am na ci xale yoo xam ne bu ñuy judd seen parents yi dañuy fekk dañu nekk à l'extérieur donc su fekkee amuñu woon certificat de mariage day poser problème à ce que ñu déclarer leen donc à partir de 1 an bon déclaration boobu forcément dañ koy defee tribunal. Donc, c'est aussi un problème. Ensuite, nous avons un problème, toujours, nous avons parce que quand tu sais beaucoup de sociétés. Donc, nous avons une sensibilisation. Mais permettre aussi les délégués de quartier, les imams, avec les badjans ensemble, nous pouvons déclarer vraiment, vous faites quoi, autorisation à ce que nous puissions déclarer. Donc, nous avons dit donc, nous avons dit participation à la contribution. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Je commencerai par remercier l'IEF de cette belle présentation. Nous sommes en fin d'année, les examens se préparent. Et parmi les attentes, il y a la prise en charge des commissions d'examen, des commissions pendant les moments de correction. Mais il y a également une prise en charge qui me semble extrêmement importante, c'est la prise en charge des élèves au moment des examens proprement dit, au moment de l'administration des épreuves. Et quand je le dis, c'est parce que de plus en plus, les élèves viennent à l'école sans manger. Ils viennent à l'école sans manger pour la plupart. Et ça fait que quand les épreuves sont un peu compliquées ou difficiles, quelquefois c'est des scènes d'hystérie où les élèves tombent, et notamment les filles. Si les communes ici présentes pouvaient prendre en charge la nutrition des enfants pendant ces moments-là, ça allait être bien. Et lancer également un appel aux parents. Nous allons le faire pendant nos établissements respectifs, mais le jour de l'examen, c'est autre chose. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais intervenir, c'est la sécurisation des centres. C'est vrai que les centres sont sécurisés le jour de l'examen. Pendant le BFM, le bac et même le CFE,
Mais si nous prenons un examen, le premier, ou du moins le CFE, là, les chefs d'établissement ou les chefs de centre ont une préoccupation. C'est de sécuriser les centres, peut-être même la veille. Parce que les chefs de centre reçoivent les épreuves et quelquefois dans des sachets en plastique. Et imaginez tout ce qu'il y a comme insécurité, des sachets qui peuvent se détériorer en cours de route. Et quelquefois c'est compliqué pour les chefs de centre. Ils ramènent ces sachets chez eux, quelquefois ne dorment même pas. Alors que le BFM, les épreuves sont dans les malles, au bac n'en parlons pas. Alors à ce niveau, si vraiment on peut faire encore des efforts, ça allait être parfait pour les chefs de centre. Si maintenant je reviens en fait, pour l'état civil. L'état civil, c'est carrément un problème. Là, je peux le dire. Moi, je suis collègue de Djahaï et directeur de l'école Djahaï 19. Et j'ai fait une petite estimation des élèves sans acte de naissance au niveau de l'école Djahaï 19, mais c'est effarant. Le tableau présenté, il y a 9 élèves dont leurs dossiers sont déjà déposés. C'est des élèves de CM2. Le 10e, c'est là. Je viens de recevoir son dossier tout de suite, ce matin donc. Et là-bas, il y a du CI au CM1. Du CI au CM1, j'ai dit 36 dossiers d'élèves sans acte d'état civil. 36 dossiers. Et nous avons dénombré 95 élèves du CI au CM2 qui n'ont pas encore d'acte d'état civil à l'école Djahaï 19. Et quand nous prenons école par école, c'est presque la même situation. C'est presque la même situation. Alors, s'il y a une situation à faire à ce niveau, c'est d'anticiper sur ces problèmes-là, sur le problème d'état civil. Dès les CDD de rentrée et les CLD de rentrée, que nos établissements administratifs puissent évaluer le nombre d'élèves sans acte d'état civil et de voir au fil de l'année scolaire comment régler ces problèmes-là. Voilà ce que je tenais à dire. Je vous remercie. Je vais axer mon intervention sur les questions qui sont liées au BFM d'abord, ensuite au bac. S'agissant du BFM, ce que l'on constate souvent, ce que les collègues ont déploré, c'est que dans certains centres, il y a des élèves qui se mettent à deux pour composer. Alors que l'idéal serait qu'il y ait un élève par table. Mais cela s'explique aussi par le déficit de table-banc qu'on constate dans certains établissements. Puisque nous sommes dans le cadre de la préparation des examens, donc j'ai voulu attirer votre attention là-dessus. Pour que l'on essaie de recenser des établissements comme le lycée zone de recasement, comme le lycée Plan Djahaï, le lycée Malika Plage, Ali Modi et j'en passe, pratiquement tous les établissements qui souffrent d'un déficit créa de table-banc. Et c'est ce qui fait que quelquefois les chefs de centre se débrouillent pour que les élèves se composent. Et s'agissant de la question de la crédibilité du diplôme, et qu'aujourd'hui on en est même arrivé à parler de l'académisation du BFM, donc il serait préférable qu'on réfléchisse un peu en amont là-dessus pour que les élèves dans les centres puissent se mettre à un par table. Ensuite, les collègues ont déploré, quand je parle des collègues, je parle des correcteurs. Les conditions sont difficiles, surtout
au moment où on parle de correction sur place. Les toilettes ne répondent pas aux normes. Quelquefois, les collègues sont obligés de sortir du centre pour aller dans les maisons, dans les riverains, pour chercher tout simplement des toilettes adéquates, des toilettes dignes. On constate même qu'il y a un manque d'eau parfois dans certains centres, vu cette période surtout de chaleur intense. Même les élèves, quelquefois, ils sont exposés. Pourquoi? Parce que l'année passée seulement, j'ai été dans un centre de BFM où j'ai eu à voir au minimum, dès le premier jour, 5 élèves qui s'étaient évanouis. Et on avait du mal à les réanimer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de technicien en la matière. Donc il faut que l'on tienne compte aussi de cela en amont, avant tout simplement le BFM. À Kermassar, on constate qu'il y a un faible taux de correcteurs déplacés. J'attire aussi votre attention là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on parle de la crédibilité du diplôme. Je ne doute pas de la conscience professionnelle des collègues, des correcteurs. Mais je me dis tout simplement que l'idéal serait que les correcteurs soient déplacés pour ne pas qu'ils se retrouvent avec des copies de leurs propres élèves. Même si on interdit à un enseignant du public d'être dans le privé, on n'y peut absolument rien du tout. Il y a des enseignants qui sont dans le privé et qui risquent de se retrouver aussi avec leurs propres élèves dans certains centres. Et même si ce n'est pas cela, il est arrivé des mois où des collègues se sont rapprochés de moi pour me dire que eux, ils étaient en service au lycée zone de recasement et ils ont corrigé au lycée franco-arabe, le BFM. Et là, on dit tout simplement que c'est le même établissement. Il n'y a que les noms qui ne sont pas les mêmes, mais ce sont les mêmes établissements. Concernant la surveillance, on retrouve l'ancien maître ou l'ancienne maîtresse qui surveille aujourd'hui son ancien élève qui est en 3e. Ou bien la tante ou la mère, ou même l'oncle, quelquefois, le grand frère, qui surveille aussi son protégé. Je ne doute pas, encore une fois de plus, de la conscience professionnelle des surveillants, mais pour la crédibilité du diplôme, je pense bien qu'on doit tenir compte aussi de cela. Pour la répartition des surveillants dans les différents centres de BFM, de CFE et même de BAC. Ce sont à peu près les mêmes constats. Quand on parle du BAC, même si, bien sûr, je ne sais pas si l'IA est représentée ou bien si l'IA est là, mais de toute façon, l'IF se chargera de transmettre le message. Pour le BAC, on doit revoir les appuis à certains centres, comme par exemple le lycée Malika Plage. Il y a des salles qui sont installées récemment et il faut tout simplement que ces salles soient équipées avant les examens, que ce soit le BFM, que ce soit le BAC. Le lycée zone de recasement a un déficit créa, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait des années, a un déficit créa en table-banc. Ne serait-ce que l'année passée, on a parlé de 350 table-bancs qui manquaient au lycée. Et les choses sont empirées. Et c'est un lycée qui reçoit le plus de jurys dans la zone. C'est un grand centre, on va dire. C'est valable pour le lycée Diakhaï. Pour le lycée Diakhaï, c'est autre chose. Le cas est particulier. Je l'ai signalé lors du CDD de la rentrée. Heureusement, les gens ont fait le constat au cours de l'année. On a été là-bas, ensemble, on a travaillé pour trouver des solutions. Une issue favorable. Mais on doit avoir une main experte sur les salles qui doivent abriter les candidats. Parce que tout le monde sait que les bâtiments là-bas risquent de s'effondrer. Et notre rôle à nous, syndicats, c'est d'alerter. Donc j'alerte. Avant que les examens ne soient, il faut tout simplement qu'on essaie de revoir avec une main experte les salles qui doivent abriter le lycée Diakhaï. Je ne parle pas du pavage, mais je parle des salles qui doivent abriter les candidats avec les fissures et les murs là qui risquent de s'effondrer. Donc j'attire l'attention des autorités là-dessus. Pour les indemnités
des corrections. L'année passée, donc je ne dirais même pas l'année passée, il y a 2 ans, on avait eu à trouver un terrain d'entente avec l'IA Gannasen pour que les indemnités qui sont liées aux frais de déplacement soient payées par les intendants dans les différents lycées, pour ne pas que les enseignants fassent les pieds de grue au niveau de l'IA pour les frais de déplacement. Et cela permet aussi aux enseignants de pouvoir rejoindre le centre dans les différentes régions à temps. Donc là aussi, j'attire l'attention, si cela puisse simplement se réaliser cette année aussi, ce sera mieux. Donc pour ne pas dépasser le temps, même si je l'ai déjà dépassé, de loin même, comme on le dit, je m'en arrête là. Merci beaucoup. C'était Amadou Seyni Baye, représentant du SAEMS. Oui. Dans les meilleures conditions, ça nous ferons cet effort-là. Pour la prise en charge des élèves qui ont abandonné, Alpha Del en a parlé tout à l'heure, et comment les prendre en charge on peut se présenter. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les candidats au niveau de l'entrée, soit officielle, et là il faut une école d'attache, et une école, soit une école privée retenue ou une école publique, ou soit les présenter sous forme de candidat libre. Maintenant, quand ils ne sont pas dans une structure organisée, mais on peut bien les présenter sous forme de candidat libre, et quand ils réussiront à l'entrée en 6e au CFE, s'ils ne sont pas âgés, on va les suivre, parce qu'en général, on suit tous les élèves. Et ça me permet d'embrayer sur les élèves âgés. On a posé cette question et beaucoup de gens sont revenus sur cette question-là. En fait, nous, très souvent, nous sommes fondés sur la loi de 2004 sur l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans. Les enfants en général qui ont 15 ans, qui ne sont pas orientés, donc qui n'ont pas fait l'entrée en 6e, en général, je dis bien, on les accompagne pour qu'ils puissent continuer leurs études. Mais vous savez que Massar, c'est un cas. Quand j'étais au plateau, il n'y avait pas de souci. Parce que là, au plateau, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais à peu près 3500. La moitié vient du privé, c'est des écoles privées connues là-bas. Le peu d'élèves qui nous restent en général n'ont pas de problème de place dans les collèges parce qu'il y en a beaucoup. À Kermassar, nous avons 15 ou 4. Souvent en 6e, on oriente énormément d'élèves au point que les gens se retrouvent avec des classes de plus de 100 et quelques élèves. Donc si on veut être, les élèves ne pourront plus être dans la même classe. Or, on demande aux principaux, chacun de nous dire combien d'élèves il peut prendre. Et en fonction de cela, on oriente. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, prenez-les même si vous n'avez pas là où les mettre, alors qu'ils ne sont pas orientés à l'entrée en 6e. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas prioritaires par rapport à ceux qui sont orientés. Quelqu'un qui est officiellement orienté, dans un établissement, maintenant s'il décide de rester dans le... Parce qu'on oriente tous les élèves. S'il décide de rester dans le privé, il va peut-être libérer les places. Ces places qui seront libérées, on les attribue à ces élèves-là qui ont 15 ans extra. Mais chaque année quand même avant que je ne vienne, chaque année, ces élèves-là à la disposition des collèges, on leur fait des certifications de réussite, on les met à la disposition des collèges. Il peut arriver maintenant que le principal vous avez vous dit vraiment, je suis à 5-6e, avec plus de 120 élèves par classe, les professeurs n'en peuvent plus, personne n'en peut plus. C'est lié un peu à la surpopulation, un peu dans nos écoles, qui fait qu'on ne peut pas prendre tout le monde, quelquefois, c'est vraiment ça. Mais la volonté est là, la volonté vraiment de ne laisser personne en rate, elle est là. On nous a recommandé avec le conseil interministériel de mettre en place un dispositif de contrôle à l'entrée. Cela veut dire que nous mettrons un surveillant ou 2 surveillants qui demanderont à chaque élève s'il a un problème portable. Parce que certains ils viennent parce qu'ils sont en relation avec leurs parents, certains ils viennent avec le téléphone parce que peut-être ils l'ont oublié dans le sac. Et quand vous venez à l'école, devant là, on s'adresse à vous à la porte. Est-ce que vous avez un téléphone portable? Vous dites non. On vérifie, peut-être on ne le voit pas. Il est caché à l'intérieur des vêtements, là on ne peut pas accéder. À partir de ce moment, dans la salle, si vous n'êtes plus dans une logique de possession de portable, mais vous êtes dans une logique de tricherie. Et là, ce n'est plus considéré comme un port de téléphone portable seulement, c'est considéré comme la tricherie. À l'entrée, on vous dit, déjà, tout le monde est informé qu'il ne doit pas venir avec un téléphone portable. Tous les élèves le savent. Les principaux le disent, tout le monde le sait. Donc, vous devez laisser votre téléphone. Malgré tout, vous venez avec. Vous venez sur place, on vérifie si vous l'avez, vous le rendez, on le garde pour vous, on met dans une enveloppe, on écrit votre nom, on le garde, à la sortie, on vous le remet.
Vous le cachez par devant vous, vous entrez à l'intérieur. Vous pensez qu'à partir de ce moment, on peut considérer ça comme un port de téléphone, c'est plutôt, c'est ça une autre volonté. Et là, le président du jury appréciera en rapport, bien sûr, avec l'élève. Parce qu'on ne se lève pas pour renvoyer les gens comme ça. On a une situation, on évalue la situation pour savoir réellement quelle solution faut-il prendre par rapport à cette situation-là. Donc on verra au moment venu. Mais ce qui est sûr, ce qui est recommandé, c'est ce qu'on a dit à nos principaux, ce qu'on a dit à tous et que c'est que personne ne vienne avec son téléphone portable à l'école. Ça c'est clair pour tout le monde. Le fait maintenant de vouloir faire autre chose aussi, déroger à la règle ou bien faire ce que l'on veut là aussi, c'est pas bien. C'est pas bien. D'accord. Maintenant pour les professeurs qu'il va falloir déplacer, nous au niveau IF, en général c'est au niveau de l'académie que l'on convoque les professeurs d'une IF vers une autre par rapport au déplacement. Parce que si vous êtes dans l'IF, vous n'êtes pas déplacé. Mais on déplace en fonction des crédits disponibles pour le déplacement. Si nous nous déplaçons, nous avons des crédits qui sont positionnés dans le budget depuis janvier pour prendre en charge 100 enseignants. Si nous déplaçons 200 enseignants, nous ne pourrons pas prendre en charge ces 200 enseignants et là, ça va créer encore un autre problème. On déplacera les enseignants en fonction du crédit disponible. Le déplacement n'est pas obligatoire. Certains ont dit que oui, on surveille ces élèves. Quelqu'un qui est à Djahaï, si on le déplace vers Yumbel ou vers peut-être Kermassar Sud ou Kermassar Nord, il est loin de son lieu de travail. Donc, ça veut dire qu'on fera en sorte que les enseignants ne soient pas déplacés sur un rayon proche de leur établissement. Maintenant, nous, on ne peut pas savoir chaque enseignant là où il habite. On peut habiter, par exemple, à partir de la unité 14, servir, par exemple, à Yumbel. Si on est affecté, nous, on considère le lieu de travail. On n'a pas l'adresse exacte de chacun pour... On ne peut pas servir, ne peut pas être dans son lieu d'habitat et consort, ça c'est difficile. Mais par contre, en fonction des lieux de service, nous n'affectons pas, sauf peut-être des cas particuliers, nous n'affectons pas les enseignants dans des centres qui sont proches de leur lieu de service, où ils sont susceptibles de trouver leurs élèves. Car nous faisons tout pour que les enfants, les enseignants ne soient pas encore là. Mais ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que nous sommes tous des enseignants et nous comptons sur la responsabilité de chaque enseignant, la morale de chaque enseignant et le civisme de chaque enseignant pour pouvoir, même si par hasard, je me retrouve avec mon frère dans la salle, que je le considère comme élève, comme tous les autres élèves. Des cas pareils peuvent arriver. Je peux être enseignant, professeur, originaire du Fouta, je sers à Limamoulaye, le fils du bac m'affecte à Fouta, à Faye ou à Tchangay. Je me retrouve dans un centre où j'ai mes parents là-bas, mais pourtant moi je sers à Limamoulaye, cela peut arriver. Mais moi je suis enseignant, je suis professionnel, je ne dois pas dire que ce sont mes parents, je dois faire ça ou ça, non. Les professeurs d'université, ils évaluent leurs propres élèves et pourtant ils les évaluent de manière très objective. Et c'est cette objectivité-là que nous attendons chaque enseignant. Les tablements. Pour les tablements, nous demanderons et nous continuons de demander à chaque président du chef de centre que s'il a un déficit de tablement et qu'il se rapproche de l'école la plus proche. On a parlé du lycée de zone de recasement. L'école unité 10 est à côté du lycée de zone de recasement, c'est à moins de 100 mètres. S'il nous dit que j'ai besoin de temps, on lui fait un bon, il va récupérer l'abattement, il les marque et il les utilise pendant les examens. À la fin, il les retourne. Mais si on veut se contenter uniquement des tables qu'on a, c'est ça qui crée ce truc-là. Mais à chaque fois, parce que ce ne sont pas toutes les écoles qui sont utilisées comme centre d'examen. Dans chaque centre, il y a une école voisine, qu'elle soit publique ou privée. S'il y a une école à côté, publique ou privée, on peut aller chercher les tables là-bas, compléter les tables dont on a besoin pour organiser convenablement son examen. Pour les entretenir, pour les prendre en charge, c'est juste à saluer, mais ce n'est pas une obligation. Maintenant, on a l'hôpital sénégalais qui fait que quand même, on ne peut pas laisser les enseignants travailler dans certaines conditions. L'autre point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est la situation dans les écoles. Quand on parle de toilettes et de table-banc, en réalité, parce qu'il faut qu'on aille au-delà de l'examen. On ne peut pas comprendre que dans certaines écoles, qu'il y ait un déficit criard de table-banc et un problème dans la gestion des toilettes. Si je prends le lycée de zone de recasement, pour taquiner un peu monsieur le syndicaliste, M. Mbaye, il y a combien de tables bancs et de chaises qui sont dans les parages, dans les maisons qui sont dans les parages? Il y a combien de tables bancs et de chaises en état de développement avancé qui sont entassées au sein de l'école?
Qu'est-ce que les écoles font des entrées, des fonds qui sont des entrées d'argent en début d'année? Est-ce que cet argent-là est réinvesti dans les écoles pour pouvoir prendre en charge ces tables bancs et autres, et les toilettes? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Parce qu'il y a des lycées dans certains établissements qui ne doivent pas se permettre d'avoir certains déficits. Ce n'est pas normal. J'ai discuté la dernière fois avec le principal Jay, qui m'a dit que après, à l'issue de la fête qu'ils ont eu à organiser, la journée d'excellence, ils ont pris tout l'argent qu'ils ont engagé pour réparer les tables bancs. Mais c'est des actes nobles, c'est des actions qu'on doit avoir, qu'on doit retrouver dans les écoles. Mais malheureusement, dans la plupart des écoles, cet effort-là n'est pas fait. Donc vraiment, c'est des efforts qu'il faudrait faire au niveau des écoles, au niveau de l'administration. Des toilettes qui ne sont pas accueillantes. Il ne faut pas attendre le jour de l'examen pour que les toilettes soient accueillantes. Comment on peut se permettre de laisser certaines toilettes dans un certain état? Ça pose problème, ça interpelle aussi. Donc ce n'est pas seulement le problème de l'examen, mais ça va au-delà de l'examen. Donc forcément, il faut que les élèves vont s'asseoir à deux. L'année dernière, j'ai été interpellé par un syndicaliste venu de Pékin. Bon, il m'a traité de tout le nom parce que juste il voulait boycotter l'examen parce que les élèves s'asseyent à deux. Mais on a dit, mais il y a des conditions qui font que les élèves doivent s'asseoir à deux. Pour une objectivité de l'évaluation, effectivement, les élèves doivent s'asseoir à un. Mais si les conditions ne sont pas réunies, plus de 10 000 candidats au niveau de Kermassa, où est-ce qu'on va les mettre? Ça pose problème. Donc chaque IS a sa particularité. On doit tenir compte des particularités de chaque IS. Donc si on doit faire par deux, soit ils doivent s'asseoir par 15, je ne sais pas quoi là, le terme qui est souvent utilisé, mais on est obligé quand même de faire de telle sorte que les enfants, ça c'est à deux. Maintenant, on fera notre mieux pour avoir le maximum de centres possible, parce qu'il y a 45 centres au BFM, 60 centres à l'entrée en 6e, ce n'est pas du tout évident. Et c'est très difficile à gérer. L'autre aspect aussi, c'est l'utilisation du téléphone. Mais les textes sont clairs. Pourquoi les parents ne peuvent pas prendre la responsabilité de confisquer les téléphones des enfants avant qu'ils ne quittent leur maison? N'emmenez pas de téléphone dans les écoles. Les parents laissent les enfants se déplacer avec leur téléphone jusqu'au centre. L'enfant est pris avec le téléphone. On le renvoie, on crie au scandale. Pourquoi? Les textes, c'est les textes, on les respecte.